Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce dernier webinaire de cette année scolaire. Et aujourd'hui, comme c'est bientôt, je pense, les examens ou d'autres formes d'évaluation pour beaucoup d'écoles, aujourd'hui on fait un webinaire sur l'évaluation formative et sommative ou certificative. Donc, tout d'abord, comme toujours, un petit mot. Qu'est-ce que BookWidgets pour ceux qui ne connaissent pas encore? C'est un outil de création d'exercices numériques avec une bibliothèque d'activités avec plus de 40 types d'exercices et vous allez en voir plusieurs dans ce webinaire parce que parmi les exemples, vous avez un peu de tout. Il y en a beaucoup que vous pouvez utiliser pour une forme d'évaluation. BookWidget est intégré dans plusieurs plateformes numériques comme Google Classroom, Teams, Smart School en Belgique, Moodle, etc. Et pour la plupart des intégrations, c'est ça qui est chouette aussi quand on parle d'évaluation, c'est qu'il y a une synchronisation des notes et la possibilité de l'envoi de feedback vers les élèves au sein de la plateforme. Justement, quand on parle de feedback et de suivi, beaucoup de Jet, c'est aussi la possibilité de suivre les élèves en direct. Il y aura une petite démo tout à l'heure et un tableau de bord où vous allez recevoir toutes les réponses des élèves et vous pouvez les corriger. Ça aussi, je vais vous le montrer parce que ça fait partie de l'évaluation, hein. On parle d'évaluation au sens large, donc aussi la correction, le feedback et ainsi de suite. Voilà, ça pour la petite intro. Hem, à l'agenda, aujourd'hui, je commence par l'évaluation formative avec, plusieurs méthodes d'évaluation formative avec beaucoup d'exemples et puis quelques mots sur, les paramètres que l'on peut, choisir ou configurer dans BookWidgets et puis un peu le même programme pour évaluation sommative ou certificative. Après, je vais faire un zoom sur les options de correction qui existent et puis sur le tableau de correction que vous allez aussi découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Avant de commencer, je souhaiterais encore, remercier certaines personnes qui m'ont envoyé des exemples et d'autres qui ont mis des exemples dans des groupes publics que j'ai trouvés. J'ai vu que certaines, de ces personnes sont dans le public aujourd'hui aussi, donc vous allez peut-être, reconnaître certains de vos widgets. Donc merci à Alain Dutre-Lepont, Catherine Delfosse, Vinciane Ducoulombier, Sophie Thirion et les Roquedurs que je vais encore vous présenter aussi, tout à l'heure. Et puis je commence donc par l'évaluation formative avec, les méthodes, les exemples, les paramètres. Je pense que vous connaissez déjà, les concepts d'évaluation formative et sommative, mais pour, encore vous donner un peu le cadre théorique, l'évaluation formative, c'est, la collecte d'informations sur la progression des élèves, sur ses forces et faiblesses. C'est plutôt pendant le process d'apprentissage et on va en principe, pas encore trop donner de notes. Ça vient après. Ici, c'est vraiment pour guider l'élève. Donc, les éléments importants, c'est le guidage, l'évaluation et surtout le feedback pour que l'élève progresse et pour que plus tard, il puisse passer l'évaluation sommative ou certificative. Et en termes de possibilités avec BookWidgets, il y en a beaucoup et je vais vous en présenter 9 avec différents types de widgets et d'autres possibilités. Et vous avez la liste entière, les billets de sortie, l'auto-évaluation, feuille de travail au quiz, activités ludiques comme, mots croisés, faire des paires et cetera, les tests éclairs, les tests de niveau ou tests diagnostiques, des portefeuilles de compétences, l'évaluation par les pairs et observation, notamment avec la fonction live. Bon, les billets de sortie, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un outil qui est déjà beaucoup utilisé dans les écoles, anglo-saxons, peut-être un peu moins chez nous. L'idée, c'est à la fin du cours, de poser, 2-3 petites questions à l'élève pour voir un peu son ressenti par rapport à la matière et par rapport on peut peut-être tester par 1 ou 2 questions s'il a bien compris. Dans BookWidgets, on a justement un type de widget, le billet de sortie,
que je vais vous présenter, mais il y en a d'autres que vous pouvez utiliser aussi un peu pour cette même idée ou pour ce même concept. En termes d'options, pour chaque type de widget, je présente un peu les options qu'il faut paramétrer ou vérifier. Notamment ici, on veut activer l'envoi des réponses parce qu'en tant qu'enseignant, on veut mesurer un peu le ressenti de l'élève ou voir où il en est. Donc, on veut forcément recevoir les réponses. Par contre, ici, on va peut-être pas afficher ou activer l'affichage des bonnes réponses aux élèves après l'envoi, parce que ici, c'est plutôt pour mesurer, pas tout de suite pour donner le feedback. Vous pouvez donner un feedback, mais c'est un peu à vous de voir en fonction de ce que vous faites. Je pense que ça sera plus clair avec les exemples. On a donc dans BookWidgets le billet de sortie qui est très simple. Il y a 2 questions. Il y a toujours la première question où les élèves répondent en smiley et puis une question ouverte. Voilà, c'est tout. C'est très simple, c'est très efficace, mais il y a peu de possibilités à part, ce que vous voyez ici. Vous pouvez ajouter une image et puis, il y a pas beaucoup de possibilités. Donc si vous voulez ajouter une troisième question, ça ne sera pas possible avec ce type de widget. Dans ce cas-là, il faudra plutôt créer, une feuille de travail, par exemple, et je pense que là aussi, j'ai, un exemple. Voilà, une feuille de travail et ici, on leur demande, «Que vas-tu retenir de ce cours ou de cette séquence de cours?» Note-le dans les post-it. Donc ils vont faire en quelque sorte un résumé, peut-être un peu personnalisé, parce que c'est ce qu'ils vont retenir eux. Ça vous permet aussi en tant qu'enseignant de voir, tiens, est-ce que les éléments que j'aimerais passer, est-ce qu'effectivement c'est ça qu'ils vont retenir à la fin du cours? Donc, une autre option intéressante. On peut faire la même chose avec un tableau, blanc, avec ici une image d'arrière-plan. Là, on leur demande de faire un post, Instagram, pas un vrai post Instagram, mais vous reconnaissez bien sûr le format et donc, là, ils peuvent soit faire un dessin ou même, vraiment importer, ou faire une photo, ici et puis, bien sûr, ils vont aussi écrire le commentaire, ou la description de la photo en dessous. Et pour un quiz vidéo, c'est possible aussi. Donc si vous avez une vidéo, bah, à la fin de la vidéo, vous pouvez poser quelques questions de compréhension. Donc ici, on a reproduit un peu le concept avec les smileys, avec, une question dans un quiz vidéo et puis même, aussi une grille d'évaluation, je vais encore en parler, aussi. Voilà donc un premier type d'évaluation formative qu'on peut faire avec BookWidgets. Le bonus ici, c'est plus de 60 exemples d'autres billets de sortie. Malheureusement, je ne les ai pas encore traduits, mais si vous enseignez l'anglais, l'allemand ou le néerlandais, vous pouvez déjà les utiliser. Voilà, parce que vous aurez la présentation avec tous les liens. Parfois, je ne vais pas pouvoir tout, présenter. Ceux qui regardent en différé sur YouTube, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour, obtenir la présentation. 2e type d'évaluation formative avec BookWidget, c'est l'auto-évaluation. Donc on va demander aux élèves de faire, le point eux-mêmes sur, leur processus d'apprentissage ou leur maîtrise du sujet. C'est un peu les mêmes options que tout à l'heure, hein. On va activer l'envoi des réponses. On va éventuellement activer la possibilité de corriger ou de mettre à jour les réponses. Peut-être que l'élève va revenir plus tard et modifier ses réponses. Et là, vous pouvez aussi utiliser la grille d'évaluation. Quelques exemples de comment est-ce qu'on pourrait faire l'auto-évaluation dans BookWidget. Là, c'est un quiz que vous avez peut-être déjà vu parce que je l'utilise beaucoup dans mes présentations, dans mes webinaires. Et là, j'ai ajouté comme dernière question une grille d'évaluation sur l'évaluation même, hein. Donc là, c'est peut-être, un test avec, 13 questions et la 14e question, on va leur demander leur ressenti avant et à la fin de l'évaluation. Donc peut-être qu'il avait l'impression que oui, il connaissait assez bien le sujet, mais peut-être que là, à la fin, il a plus de doute et donc ils sont pas vraiment prêts pour l'examen. Voilà.
Ça se présente comment si l'élève va indiquer des éléments ici, ben, l'enseignant va recevoir ça et éventuellement encore pouvoir indiquer qu'il est d'accord ou pas d'accord. Ça, je vais pouvoir vous le montrer aussi plus tard. On peut là aussi travailler avec un tableau blanc, avec une image d'arrière-plan, comme ici, avec les feux de signalisation, et ils vont dire, bah, moi je me sens aujourd'hui, je vais mettre orange, je vais peut-être mettre un peu plus gras, voilà. Il va indiquer en orange que voilà, il connaît peut-être les bases, mais ils ne sont pas encore entièrement à l'aise, donc ils vont expliquer leur choix ici. C'est un des 60 types ou 60 exemples que je viens de mentionner, donc il n'est pas encore disponible en français. Peut-être si je trouve le temps cet été, je pourrais faire ça. Et avec une feuille de travail fractionnée, ben, c'est la même chose. On peut facilement intégrer une grille d'auto-évaluation, hein, une grille d'évaluation pour l'auto-évaluation comme ici. Et ici, c'est un exercice d'expression orale. Donc, il n'y a même pas ah si, ils peuvent envoyer parce que sinon l'enseignant va pas recevoir la grille d'évaluation, mais il n'y a pas d'envoi pour l'exercice en soi parce qu'il n'y a pas la question audio. L'idée, c'est qu'ils vont présenter en classe. Donc le widget, il sert que à partager, bien sûr, la vidéo, les instructions et l'auto-évaluation, mais la tâche elle-même, elle se fera en classe. Donc voilà, il est toujours possible de détourner un peu le système. Et peut-être pas, peut-être pourquoi pas encore montrer ce quatrième exemple, comment vous vous sentez à la fin de ce cours. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités, mais ça dépend toujours aussi un peu de votre inspiration, de votre créativité. Mais l'outil en soi donne beaucoup de possibilités, vous le savez. Alors, feuille de travail et quiz, on a commencé un peu par les exemples un peu atypiques, peut-être les classiques. C'est les feuilles de travail et les quiz, parce que là, vous avez les 36 types de questions. Ces deux types de widgets sont utilisés à la fois pour l'évaluation formative et pour l'évaluation sommative ou certificative, parce qu'en fonction des paramètres, un même exercice peut devenir formatif ou sommatif, hein. Donc ici, forcément, on va toujours activer l'envoi des réponses, dans la plupart des cas en tout cas, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les réponses. On va afficher les bonnes et les mauvaises réponses après l'envoi, et ça, pour une évaluation sommative, on va peut-être plutôt le désactiver. Petit conseil, si vous avez des questions ouvertes, il y a une partie dans la configuration du widget, il y a une partie explication. Ben, donnez l'explication ou la bonne réponse dans cette partie-là. Comme ça, l'élève pourra lui-même comparer ce qu'il avait écrit comme réponse euh, par rapport à la réponse attendue. Configurer les options de correction selon vos besoins, on va encore y revenir tout à l'heure. Euh, L'évaluation formative, on va pas trop regarder les points en principe, donc désactiver l'affichage des points associés à chaque question. C'est désactivé par défaut. Donc, si vous n'y touchez pas, les points ne seront pas affichés pour les élèves. Et configurer l'affichage des commentaires, je vais y revenir tout à l'heure. Ça, c'est plutôt pour le renvoi de feedback aux élèves. Alors ici, les exemples. Ici, pour un cours de néerlandais sur les mots interrogatifs, il y a plusieurs types de questions, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas encore beaucoup Widgets, dans les quiz et les feuilles de travail, on peut faire des textes à trous comme ici, des exercices comme le précédent, glisser, déposer des mots dans une phrase, relier, on peut leur demander d'écrire. Donc ça, c'est une question ouverte. Et c'est tout, hein. Mais il y a beaucoup plus, bien sûr, qui est possible. C'était tout dans cet exemple-là, bien sûr. Ici, vous voyez d'autres types de questions pour un cours de physique, je pense, avec des exercices géographiques reliés, des textes à trous, des questions numériques avec le bloc-notes où l'élève peut prendre des notes aussi. Il peut même d'abord faire l'exercice
faire le développement sur une feuille de brouillon et puis faire une photo de du brouillon et prendre une photo de l'exercice. Voilà, donc vous voyez que je ne l'ai pas précisé au début, mais BookWidget est un outil qui peut être utilisé pour toutes les matières. Là encore, c'est pour des cours de sciences avec une intégration d'un outil qui s'appelle PET, hein. Ça permet de faire des expériences scientifiques comme ici. Et puis, les élèves vont compléter ou répondre aux questions à droite. Oui, je vais un peu vite, hein, mais il y a plusieurs types de questions. Il peut d'ailleurs agrandir la partie de gauche au moment où il travaille sur cette partie-là, et puis agrandir la partie de droite au moment où ils vont répondre aux questions. Et le quiz vidéo, c'est une vidéo YouTube dans laquelle on a inséré des questions. Donc, l'élève va pouvoir regarder la vidéo, mais elle va s'arrêter automatiquement. Il y a plusieurs questions qui vont apparaître. Voilà. Et vous l'avez vu dans les exemples, il n'y a pas l'affichage des points. Il y a aussi des choses comme ici, l'élève peut revenir en arrière et sauter des parties de la vidéo. Ce sont des choses qu'on peut activer ou désactiver. Et je pense que souvent, dans une évaluation formative, on va plutôt aider l'élève, donc on va activer ce genre de choses. Et peut-être que dans l'évaluation sommative, on va être un peu plus restrictif. La feuille de travail avec tous les types de questions, je l'ai déjà présenté plusieurs fois, donc je ne vais plus le faire ici, mais vous avez le lien là dans la présentation. Et puis, je l'avais dit, hein, les Rocs Durs, c'est un couple de formateurs belges francophones hein, qui ont leur, pardon, qui ont leur propre site web, lesrocdurs.com, que je vous invite à visiter parce que c'est une mine d'or avec à la fois des ressources technopédagogiques, donc là, c'est plutôt pour inspirer les enseignants. Et puis, ils ont toute une partie ressources mathématiques avec des vidéos, avec aussi des exercices. Donc, ils expliquent, ils aident vraiment, ils mettent ça à disposition des élèves de tous les réseaux et c'est disponible gratuitement sur leur site. Donc, et en plus, vous voyez la petite bannière en haut, ils ont créé une version numérique du, du CEB, en fait, de la version de l'année précédente que les élèves peuvent compléter pour tester, pour vérifier s'ils sont prêts. Donc, le CEB et C1D en mathématiques, je peux vous le présenter. Il est aussi dans la présentation, mais il est donc aussi sur leur site. Il y a les deux versions ici. La version du site qui est donc sur leur site, l'élève peut le faire en autonomie et l'autre, c'est à faire en classe. Donc là, l'enseignant va recevoir les réponses de l'élève. Pour ça, il faut dupliquer. Il faut donc le lien de l'enseignant. N'hésitez pas à les contacter. Ils sont prêts à les partager. Et donc, sinon, il y a ici. Donc, c'est fait avec un WebQuest. Et là-dedans, ils ont intégré d'autres types de widgets. Il y a d'abord ici un mode d'emploi où ils expliquent aux élèves comment ça fonctionne. Et vous voyez que c'est super bien fait, hein. Ils expliquent le fonctionnement des questions et les étoiles où les élèves peuvent indiquer quand ils veulent revenir sur une question. Ils expliquent les différentes icônes ici en haut à droite. Et puis, quand je reviens sur le WebQuest et je prends par exemple la partie grandeur, je vais retrouver une feuille de travail et qui est donc un exemple du CEB 2023 et ils ont même réussi à garder la mise en page originale. Donc, vraiment, c'est super bien fait. C'est un énorme travail. Je suis vraiment impressionné et c'est vraiment génial de leur part de mettre ça à disposition de tout le monde. Donc, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à les remercier et si vous le partagez, surtout citez les créateurs, hein, les rocs durs, que ça vient de leur site. C'est, je pense, la moindre des choses qu'on peut faire pour les remercier. Donc, voilà.
Je continue, les activités ludiques, sont chouettes aussi parce que là, les élèves, n'ont même pas l'impression souvent qu'ils sont en train de faire, une forme d'évaluation et il y a plusieurs types, plusieurs, formats, pour plusieurs cours. Je ne vais pas tous les présenter, mais on peut parfaitement faire des mots croisés, par exemple. Ici, pour tester, la connaissance du vocabulaire en anglais, quelques mots de base. On peut faire des exercices comme ici, faire des paires. On a Je vais voir qu'est-ce que voilà, faire des calculs, hein, et faites la bonne couleur. J'avais déjà dit que beaucoup de jets, ça peut servir pour toutes les matières, ça peut aussi servir pour, tous les niveaux, y compris pour, l'enseignement, primaire ou fondamental. Donc voilà, je ne vais pas présenter tous les exemples. Au niveau des paramètres, le live est disponible pour la plupart des types de widgets aussi parmi les widgets ludiques. Une chose qui est intéressante aussi, c'est d'ajouter un mot de récompense à la fin. Donc, vous pouvez juste dire bravo, mais vous pouvez aussi poser une question supplémentaire, une question de réflexion, par exemple. Il y a une correction automatique pour quasiment tous les types de widgets que vous voyez ici. Et si vous voulez sortir des sentiers battus, vous pouvez même créer des jeux d'évasion, des escape games numériques. J'ai déjà fait un webinaire sur les escape games numériques avec beaucoup de widgets l'an dernier. Il est sur notre chaîne YouTube, donc je ne vais pas aller plus en détail sur ça, mais c'est possible. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à chercher cette vidéo-là. Les tests éclairs, ou les mini-tests, hein, c'est un peu le principe du micro-learning, en bon franglais. Donc là, l'idée, c'est si c'est possible, de présenter aux élèves des petits blocs d'apprentissage au lieu de faire des chapitres entiers, et donc aussi des petites évaluations, des petits questionnaires. Donc là, c'est les mêmes types de widgets que tout à l'heure, sauf qu'on va limiter le nombre de questions, hein. Ici, on va retrouver un quiz avec juste une seule question. Donc, ça prendra 4-5 minutes en classe et puis on peut passer à autre chose, hein. Il y a peut-être quelques questions supplémentaires, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, 3 questions, donc 10 minutes au max, je pense. Ici, il y a même une seule question. Ça, c'est le texte à trous avec une seule question pour un cours d'histoire. Et puis, en néerlandais, une vidéo que les élèves doivent regarder, 3 minutes 30 et quelques questions sur la vidéo. Voilà, une petite dizaine, même pas, de questions avec des QCM, donc ça se fait assez rapidement. C'est une évaluation qui ne va pas prendre une demi-heure. C'est chouette aussi parce que ça prend pas toute la séquence, tout le temps de votre séquence de cours, hein. Vous faites une petite évaluation et il vous reste 35-40 minutes pour passer à autre chose. En début d'année scolaire, on peut faire des tests de niveau, des tests diagnostiques pour tester où vos élèves en sont. S'ils sont censés avoir un certain niveau au départ, ben, ce n'est malheureusement pas toujours le cas, hein. Vous le savez bien que la réalité parfois est différente. On est toujours un peu dans ces années post-Covid avec des élèves qui, hein, il y a 3-4 ans, ont quand même raté pas mal de cours ou qui ont dû les suivre en ligne, ce qui n'était pas exactement la même chose. Et donc, au début d'année, bah, vous pouvez faire des tests pour tester leur niveau. C'est les mêmes types de widgets que tout à l'heure, et c'est un peu les mêmes données, c'est juste les exemples et l'évaluation ou le contenu qui est un peu différent. J'ai 4 exemples ici pour un cours d'anglais. Donc là, c'est pour tester leur niveau de grammaire et de vocabulaire. Ils sont censés avoir le niveau B1. Et là, avec un certain nombre de questions, l'enseignant va avoir une assez bonne idée du niveau de ses élèves avant de commencer. Il faut bien expliquer aux élèves que ceci n'est pas un examen, ceci n'est pas pour des points, c'est vraiment pour comprendre un peu où ils en sont. Voilà, mettez les mots dans le bon ordre, des mots croisés, et ainsi de suite.
sous forme de feuille de travail. Et ici, c'est pour l'expression écrite. On va leur demander d'écrire des textes sur différents thèmes d'au moins 30 mots. Vous voyez qu'il y a le compteur de mots qu'on peut activer ici en bas à droite. Donc, si l'élève va écrire I am, voilà, c'est déjà 2 mots, comme ça il a une petite idée du nombre de mots. Feuille de travail fractionnée, là le classique, c'est la compréhension écrite avec le texte à droite et les questions à côté. Et puis le quiz vidéo, souvent pour la compréhension orale, comme ici. Voilà, les élèves vont regarder la vidéo et puis répondre aux questions. J'ai le son dans mon casque, donc vous ne l'entendez pas. Et puis, quelques questions, ou ici une seule question, une autre question va arriver après. Donc, c'est une très bonne idée de faire ça au début de l'année scolaire. Ça va vous donner des infos utiles. Et parfois, il y a des enseignants qui veulent collaborer sur ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à l'approche de la rentrée de poser la question dans notre groupe Facebook si vous êtes prof d'anglais, de néerlandais, de maths et vous voulez faire ce genre de choses. Il y a peut-être des enseignants qui veulent collaborer sur la création d'un tel test. Le portefeuille de compétences ou le portfolio, je ne suis pas sûr, est-ce que ça se dit en français portfolio comme en anglais, pour obtenir une vue d'ensemble des compétences de l'élève. C'est plutôt l'élève qui va lui-même garder une trace de tout ce qu'il a fait, comme le ferait un artiste ou un architecte. Euh, je dois vous avouer que BookWidgets n'est pas forcément fait pour ce genre de choses. Il y a d'autres outils numériques qui sont vraiment faits spécifiquement pour ce genre de choses. Mais il y a des possibilités de faire quand même quelque chose dans ce sens-là, comme vous allez le voir dans les exemples. Les options sont un peu les mêmes que tout à l'heure. Activer l'envoi des réponses, permettre aux élèves de modifier les réponses, parce que là, forcément, un portefeuille de compétences, ils vont y revenir, ils vont le compléter au fur et à mesure de l'année scolaire. Ça peut prendre quelle forme dans BookWidgets? Ici, on a un exemple d'un planificateur. Et dans ce planificateur, typiquement dans le planificateur, l'enseignant va déjà mettre une liste de tâches à faire. Ici, ce n'est pas le cas. Ils ont juste les instructions. Et puis, ils vont eux-mêmes compléter le planificateur parce que peut-être qu'ils ont fait telle activité et puis ils ont fait telle autre activité et cette activité-là aussi, ils peuvent cocher ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un peu l'élève qui va lui-même faire un aperçu de tout ce qu'il compte faire et tout ce qu'il a fait avec ce planificateur. Je ne sais pas si pour celui-ci, il y a l'option non. Donc ici, j'ai déjà une quinzaine d'activités que l'enseignant propose. Dans les paramètres du planificateur, on peut même activer qu'eux-mêmes, ils peuvent ajouter des tâches aussi. Donc, c'est une façon de garder un aperçu de tout ce qu'on fait au cours d'un trimestre ou même de toute une année. Ça, c'est une première possibilité. On peut aussi créer un web quest avec là-dedans des feuilles de travail ou des quiz ou autres. Donc ici, par exemple, pour un cours d'anglais, il y a le portfolio où il va dire, peut-être à la fin de l'année, ou peut-être au début de l'année, il va le compléter une première fois, et à la fin de l'année, il va recompléter. Est-ce que j'aime l'anglais ou pas? Est-ce que j'aime étudier l'anglais ou pas? Est-ce que j'ai l'impression d'être fort en anglais ou pas? Donc, ils vont compléter ça. Et puis, il y a un lien vers un site où ils peuvent faire un test de niveau. Ils vont faire ça et puis compléter leur niveau. Et vous reconnaissez, en tout cas, les profs de langue vont reconnaître le cadre européen du niveau des langues. Donc, ils vont mettre, par exemple, qu'ils ont le niveau B1 et puis ils vont envoyer ça à l'enseignant. Et puis, il y a quoi d'autre ici? Ça, c'est des conseils et des objectifs de l'enseignant. Et eux, ils vont pouvoir cocher éventuellement.
il y a des liens, je pense, vers la matière en soi. Oui, ça c'est plutôt des règles de classe. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ici ils vont noter eux-mêmes les erreurs courantes au cours de l'année. Ah, l'exercice. Ah voilà, live. Ah, je me trompe, c'est le prof qui partage ça, mais on pourrait prévoir ça aussi. Je vais vous montrer autre chose. On pourrait, donc là, ils vont garder une liste de toutes leurs évaluations. Là, c'est des évaluations sommatives avec la date, le sujet, le résultat. Ils vont écrire ce qui allait bien ou pas bien. Et c'est une feuille de travail avec un tableau. Voilà. Et on pourrait parfaitement imaginer faire un tableau comparable où ils vont eux-mêmes noter leurs erreurs récurrentes pour éviter de les refaire par la suite. Donc voilà une petite idée, petite forme d'inspiration pour les portfolios. Il y a une image à zone réactive aussi avec différents liens. Ça existe aussi. L'évaluation par les pairs, donc les élèves vont s'évaluer les uns les autres vont s'évaluer et donner un feedback. C'est possible, il faut parfois détourner un peu le système, mais je vais vous donner un exemple où on va demander aux élèves de travailler en groupe et puis de donner des points sur la collaboration en groupe sur leurs camarades de classe. Donc, ils vont ici mettre le nom de leurs camarades de classe et puis le point qu'ils vont donner parce que, par exemple, pour un groupe de 3 élèves, ils ont 21 points à donner. Donc, si l'élève trouve que chacun a eu la même contribution, il va donner un 7 aux 3 membres. Il va lui-même aussi un peu s'auto-évaluer. Et puis, les 2 autres membres de son groupe, il va donner 7 aux deux. Mais peut-être que non, il trouve plutôt qu'il y en a un qui a beaucoup fait et un autre qui a un peu moins fait. Donc, il va donner peut-être 5, 7 et 9, etc. Donc ça, c'est une possibilité. Puis ils vont l'envoyer à l'enseignant et l'enseignant pourra comparer un peu les différentes interprétations de ce travail de groupe. On peut aussi, là, juste leur demander 3 choses qui sont bien passées dans le travail de groupe et 2 points d'amélioration pour la prochaine fois. Et on pourrait aussi le faire avec la grille d'évaluation. Juste une petite précision, il va mettre le nom de l'étudiant, mais ça ne va pas automatiquement mettre. Donc, imaginons que moi, je mets le nom de Frédéric ici. Il ne va pas mettre les résultats pour, euh, pour Frédéric. Et tout ça sera dans mon compte. Donc, l'enseignant aura encore un peu de travail de comparaison et il va ensuite donner le résultat final. Bon, de toute façon, si on parle d'évaluation formative, c'est pas forcément pour des points. Et dernier point, pour l'évaluation formative, c'est les observations qui sont possibles avec les live widgets. Et les live widgets, c'est pour tous les types de widgets dans cet aperçu, tous les types de widgets où vous voyez une petite caméra, il y a la fonction live qui est disponible. Donc, on va faire le test avec vous. Vous pouvez soit scanner le QR code ou soit aller sur le lien que je vais partager dans le chat. Là, je montre encore le QR code. Voilà, pardon, je reviens. Tiens, voilà. Le QR code, je vous laisse encore le scanner si vous préférez le faire sur un smartphone ou une tablette. Et sinon, vous pouvez prendre le lien qui est dans le chat. Et vous pouvez déjà écrire votre nom ou un nom fictif si vous voulez que votre nom n'apparaisse pas dans l'enregistrement de ce webinaire. Et puis, vous pouvez ouvrir le quiz et commencer à le compléter. Vous pouvez faire des erreurs, hein, l'idée n'est pas forcément... Donc, vous êtes tombé sur cette page, vous prenez le quiz. Je vais déjà montrer le quiz aussi
Comme ça, ceux qui regardent en différé ont une petite idée. Dans le quiz, l'élève va travailler question par question et répondre comme ça. Là, je ne sais pas, donc je saute. Là, je vais mettre un peu... Donc, n'hésitez pas à faire des erreurs. Voilà. Donc là, je complète en tant qu'élève et puis je vous montre ce que l'enseignant verra ici dans la fonction live au sein de mon compte BookWidget. Je vais retrouver ici l'exercice et je vois que les élèves avancent déjà bien. Je vois les couleurs qui m'indiquent leurs bonnes et leurs mauvaises réponses, le vert et le rouge, hein, et l'orange indique que c'est partiellement correct. Et le bleu indique qu'il faut encore le corriger manuellement. Et puis, je peux cliquer sur le nom d'un élève et je vais voir ce que cet élève a déjà répondu. Et si là, je suis sur la copie de Marie et Marie va compléter la question 7 et je vois en direct ce qu'elle écrit. Et là, il le considère comme une fausse réponse parce que dans ma traduction, j'ai oublié de traduire, je dois encore le faire, les bonnes réponses. Donc, si elle va écrire no au lieu de non, ça sera bon. Voilà. Mais on voit très bien pour les autres questions ce qu'elle a fait. Donc, ça, c'est la fonction live. Je ne vais pas tout présenter en détail, mais c'est assez clair que ça vous donne un bon moyen pour observer les élèves. Normalement, vous n'allez pas le montrer à l'écran comme je le fais ici. Si vous le faites quand même, vous faites flotter les noms des élèves. Vous voyez tout de suite quels sont les élèves plus longs ou plus rapides. Quand il y a beaucoup d'erreurs, vous cliquez sur le nom d'un élève. Et puis, vous pouvez les trier en fonction du résultat, en fonction de la dernière activité, et ainsi de suite. Voilà. Vous ne devez pas forcément le terminer. Normalement, si vous allez sur ici sur le petit rond en haut à droite et vous allez sur le dernier i, vous pouvez envoyer vos réponses avec éventuellement idée de classe. Vous mettez un A, vous envoyez, vous mettez autre chose, peu importe. Voilà. Et je pense que pour celui-ci, j'ai activé la correction automatique ou l'affichage plutôt de la correction et aussi des réponses attendues. Et là aussi, forcément, j'ai oublié de traduire la partie explication. Donc, ce que l'élève voit ici en bas, il ne le voyait pas tout à l'heure au moment de faire l'exercice. Ça, c'est ce qu'on écrit dans la partie explication. Donc, on explique que c'est pas des mammifères, les grenouilles, ce sont des amphibies. Et pourquoi? Bah, ici, l'élève va comprendre pourquoi. Voilà. Donc là aussi, il voit que sa réponse était fausse et la réponse attendue, c'était la troisième image. Et dans la fonction live, l'enseignant voit l'enveloppe pour les élèves qui ont envoyé. Donc, comme ça, il voit aussi quels élèves ont terminé et quels élèves sont encore en train de travailler sur l'exercice. Donc là, pour un quiz, pour une feuille de travail, une feuille de travail fractionnée, ça va toujours s'afficher comme ça. Si vous revenez, donc vous pouvez cliquer sur la petite croix en haut à droite et vous allez revenir sur l'aperçu. Je vais aussi vous montrer le billet de sortie. Donc, vous pouvez ouvrir le billet de sortie et je l'avais déjà complété auparavant. Donc, il a retenu ma réponse. Ici, comme tout à l'heure, hein, une question et puis une question, un smiley et puis une question ouverte. Là, on a un peu détourné le système parce qu'au lieu de demander leur ressenti à la fin du cours, c'est plutôt une question de projection vers l'avenir parce qu'on parle de développement durable. Voilà, mais c'est le même principe. L'élève peut indiquer et puis l'enseignant va voir ça aussi dans le live. Ça se présente comment? Je retourne ici vers ça. Voilà, je vois que vous êtes plutôt pessimiste, hein, parce que je vois que de l'orange et que du rouge au niveau des smileys. Si je prends le smiley qui sourit, je le vois ici et je vois vos réponses à la question ouverte. Juste pour vous montrer, hein, ça donne tout de suite un aperçu à l'enseignant. Il peut peut-être intervenir s'il voit beaucoup de rouge, il peut dire tiens, qu'est-ce qui ne va pas?
il va peut-être lire les réponses et comme ça, au moins, pour le prochain cours, pour la prochaine séquence de cours, vous avez une idée de ce qu'on peut éventuellement améliorer pour passer votre message ou réexpliquer la matière. Jusque-là, pour l'évaluation formative, l'évaluation, même si c'est peut-être pas vrai, il y a peut-être toujours eu du formatif aussi, mais quand on parle d'évaluation, très vite, les gens pensent à des interros, à des examens. Ça, c'est l'évaluation sommative, hein, à la fin d'une séquence, une sorte d'évaluation finale pour bien tester si l'élève maîtrise euh, la matière, s'il est prêt à passer au chapitre suivant, peut-être même à l'année suivante si c'est à la fin d'une année scolaire. Et là aussi, il y a beaucoup de possibilités avec BookWidgets et je vais vous montrer des exemples. Je vous rappelle qu'on a déjà fait un webinaire sur faire des examens avec BookWidgets l'an dernier. Il est disponible sur la chaîne YouTube. Donc là, on va encore plus en détail sur les différents paramètres, mais je vais vous en présenter déjà pas mal aujourd'hui. Et j'ai encore des exemples. Je vais peut-être commencer par les exemples et puis les options. Ça a l'air un peu lourd comme ça sur le slide, mais c'est assez logique tout ce que vous voyez là. Là, on a une évaluation qui a un minuteur, comme vous voyez en haut à droite. L'élève a 30 minutes pour faire les exercices. Donc ça, c'est déjà une différence par rapport à du formatif. Ici, on va plutôt activer ça. Vous voyez le nombre de points par question et le nombre de points pour le total de l'évaluation, pour un cours d'histoire, bien sûr. Ça, c'est une feuille de travail. Le quiz, c'est le même principe. Il vous donne les mêmes types de questions, mais l'élève va travailler question par question. Ici, le nombre de points n'est pas activé. Ça reste le choix de l'enseignant, hein, bien sûr, de l'activer ou de ne pas l'activer. Quelques questions QCM, glisser, déposer des mots dans un texte, et ainsi de suite. Et la feuille de travail fractionnée, c'est en examen, en fait. Je ne l'ai peut-être pas mis sur le bon slide, mais c'est le même principe, hein. Ici, ils ont quelques documents sources avec des extraits audio, des images, etc. Et après, ils vont, pour un cours de FLE ici, ajouter une photo et présenter la photo avec une question audio. Donc, c'est de l'expression orale pour un cours de français langue étrangère. En termes de paramètres, on va activer l'envoi des réponses, sinon vous avez un grand problème, hein, pour une évaluation. Si vous ne recevez pas de réponse, euh, vous avez un grand problème, même si vous l'avez désactivé par erreur. Mais dans la plupart des cas, vous allez encore pouvoir l'activer, mettre à jour votre widget, le lien restera le même. Et puis, les élèves n'auront qu'à à rafraîchir la page, ils pourront renvoyer et leurs réponses ne seront pas perdues. Mais bon, c'est toujours mieux de le faire correctement dès le départ. Vous pouvez désactiver l'affichage des bonnes réponses après l'envoi parce que sinon, il y en a un qui va terminer un peu plus tôt, ce qui risque de montrer les réponses à ses camarades de classe ou parfois vous faites la même évaluation en deux classes. Donc pour éviter ça, vous le désactivez parce que vous allez encore envoyer vous-même le feedback par après. L'affichage des points par question, on va plutôt l'activer. Le mode examen, c'est en fait le minuteur que vous avez vu dans mon premier exemple. Donc, le mode examen, c'est peut-être trompeur parce que vous pouvez l'utiliser pour beaucoup plus que des examens. Le mot de passe de démarrage, c'est toujours une bonne idée de l'activer. Comme ça, tous les élèves commencent au même moment. Il n'y a personne qui, s'il a obtenu le lien la veille du test, qui pourrait y accéder parce que même avec le lien, ils ne connaissent pas encore le mot de passe. Donc, c'est toujours mieux. Le Safe Exam Browser, c'est un navigateur que les élèves doivent installer sur leur appareil.
il est conseillé parce qu'il va bloquer l'utilisation de l'ordinateur, c'est-à-dire les élèves ne pourront pas ouvrir autre chose que l'exercice BookWidget. Ils ne pourront pas aller sur d'autres sites, ils ne pourront pas ouvrir d'autres applications. L'ordre aléatoire des questions, c'est une bonne idée de l'activer comme ça. Chaque élève, il y a un élève qui va commencer par la question que vous aviez ajoutée en troisième question. Un autre élève qui est juste à côté va avoir une toute autre question, peut-être la 10e, parce que les questions sont dans un ordre aléatoire. Si après vous avez par exemple 5 questions théoriques et 5 questions plutôt pratiques, et vous voulez l'ordre aléatoire, mais vous ne voulez pas que tout se mélange, vous voulez garder ces deux sections, disons, c'est possible. Vous mettez une question texte, vous écrivez, voici la première partie, les questions théoriques, puis vous avez vos 5 questions, vous ajoutez de nouveau une question texte et vous ajoutez les 5 questions pratiques et vous activez cette option ordre aléatoire des questions. Et BookWidget va respecter que tout ce qu'il y a entre la première et la deuxième question texte, ces 5 questions-là seront mélangées entre eux, mais il ne va pas prendre les questions qui viennent après la deuxième question texte. J'espère que c'était clair. Sinon, je pourrais peut-être encore remontrer à la fin. Je montrerai encore tout à l'heure où vous pouvez trouver toutes ces options-là, hein, parce que je sais que c'est beaucoup d'infos. La calculatrice, le vérificateur d'orthographe, tout ça, son sélection de texte, etc., sont des choses que vous pouvez activer ou désactiver. C'est à vous de voir, mais vérifiez bien, parce que peut-être pour un cours d'expression écrite, vous ne voulez pas activer le vérificateur d'orthographe. Ou peut-être au contraire, vous dites, dans la vraie vie, ils peuvent l'utiliser aussi, donc pourquoi pas, etc. C'est peut-être tout un débat. Je ne vais pas me plonger là-dedans. Sachez que cette option existe, donc n'oubliez pas de l'activer ou le désactiver. L'explication, je l'avais déjà dit, donc je ne vais pas me répéter. Et le feedback, on va en parler tout à l'heure. Ça, pour les évaluations, pour les examens, il n'y a pas grand-chose qui change au niveau des paramètres. C'est juste qu'il faut être encore plus prudent, vérifier encore mieux, hein, parce que l'évaluation est encore plus importante dans, disons, les décisions qui doivent se faire à la fin de l'année scolaire sur la réussite ou pas de l'élève. Donc là, forcément, le Safe Exam Browser est toujours conseillé, fortement conseillé. C'était pas dit le troisième point, mais ça vaut aussi pour les interros et certainement pour les examens. Partager les widgets à travers une plateforme numérique, donc Classroom, Teams, Smart School, Moodle, It's Learning, etc. C'est toujours mieux. C'est beaucoup plus sûr. Il y a plusieurs raisons. Déjà, la fonction live est uniquement disponible si vous partagez beaucoup de widgets à travers une de ces plateformes. Je pense que c'est une question dans le chat aussi. Il faut en effet l'activer, je vais vous le montrer tout à l'heure, une toute première fois dans les paramètres. Et puis, il faut partager les widgets à travers une plateforme numérique. Et l'autre possibilité ou l'autre avantage, c'est que l'élève est automatiquement connecté, c'est-à-dire il ne doit pas lui-même écrire son nom à la fin et les réponses qu'il est en train d'écrire sont enregistrées automatiquement. Donc, si jamais il y a une panne d'électricité, il y a un bug sur l'ordinateur de l'élève, il pourrait prendre un autre appareil, se connecter sur son compte Google Smart School ou autre, et puis réouvrir son examen, il va retrouver toutes ces réponses qu'il a déjà encodées. Le mode examen qui est le minuteur, c'est toujours une bonne idée de l'activer aussi. Vous pouvez mettre une arrière-plan d'une couleur spécifique, comme ça vous voyez tout de suite si l'élève va sur un autre site, parce que si vous mettez du jaune clair, mais il y a très peu de sites avec une arrière-plan, image d'arrière-plan de cette couleur-là. Voilà, après, n'exagérez pas, ne mettez pas du rouge foncé et faites attention à la lisibilité aussi de l'examen.
Pour vous montrer quelques exemples, ce sont de vrais exemples partagés par nos utilisateurs. Ici, en néerlandais, expression orale, avec aussi une grille d'évaluation. Là, c'est juste une image, mais pour donner aux élèves, juste par transparence, la façon dont ça sera noté. Donc ça pour l'expression orale. Puis ici, c'est un examen en sciences, je pense, oui. Biologie, partie 1, biologie, puis il y a une autre partie, je pense. Donc là, par exemple, si là, j'ai une question texte et dans laquelle on a juste ajouté une image, si j'active le fait d'avoir les questions dans un ordre aléatoire, ben, toutes les questions du numéro 1 jusqu'au numéro 19 seraient mélangées pour chaque élève dans un autre ordre. Et puis, j'ai une nouvelle question texte et les questions pour la deuxième partie physique, les questions 20 jusqu'à 30 seront mélangées aussi, mais la question 23 ne va pas jamais être affichée dans la première catégorie. Donc ça, c'est très bon à savoir. Donc là, Alain l'a fait très bien ici avec son examen. Ça lui évite de devoir créer deux widgets à part. Il a le tout ici dans un widget. Et voilà, vous voyez aussi qu'il a bien utilisé toutes les possibilités avec l'insertion des images. Je ne l'ai pas dit, mais ce sont des avantages hein, de faire un examen numérique. C'est que vous pouvez plus facilement avoir des images en couleur. L'élève peut parfois même zoomer sur les images si nécessaire. Euh, c'est un des avantages. Bah, ici, ce genre d'exercice, c'est beaucoup plus compliqué sur papier. Et en plus, si l'élève met ça ici et puis il décide ou il pense qu'il s'est trompé, il peut encore changer d'avis. Ça, sur papier, c'est déjà beaucoup plus compliqué, hein. Donc voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a beaucoup de possibilités et la feuille de travail fractionnée pour un examen, exercice ou compréhension à l'audition avec deux extraits qu'ils vont écouter et puis ils vont compléter ou répondre aux questions. Pour des essais, des projets plus larges, là aussi, si vous êtes créatif, il y a des chouettes choses que vous pouvez faire avec BookWidgets. Ici, un exemple que je vais présenter aussi la semaine passée dans notre webinaire pour les cours de langue. On va demander aux élèves d'écrire un essai, mais on a fait ça avec un planificateur, donc ils vont vraiment travailler étape par étape. Ils vont d'abord faire un brainstorming sur, oui, le minuteur est terminé. Je vais remettre à zéro parce que j'avais déjà présenté la semaine passée, donc le minuteur a commencé et là, forcément, j'ai largement dépassé le temps. Euh, Cela dit, hein, donc ils ont une première partie où il va faire un brainstorming sur le thème, ils vont envoyer, ils vont retourner au planificateur, après ils vont faire un choix, et à chaque fois, ils ont une étape su- supplémentaire, une étape suivante, ils vont cocher ce qu'ils ont terminé, etc. Et comme ça, ils vont écrire à la fin leur essai. Ou pour un projet ici, c'est la comptabilité, pour vous montrer qu'on peut vraiment utiliser pour tous les types de cours. Donc, ils ont des vidéos avec des infos et puis ils vont compléter les tableaux avec les données pour avoir les comptes de cette entreprise fictive en ordre. Donc, voilà, encore une fois, beaucoup de possibilités. Il y a très peu de limites, si ce n'est que votre imagination. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, j'y répondrai tout à l'heure, hein. Et puis, il y a encore des devoirs. Ben, souvent, les devoirs sont aussi notés, pas toujours, donc ça dépend un peu, mais vous pouvez utiliser BookWidget pour faire des devoirs et éventuellement l'utiliser aussi comme forme d'évaluation sommative. Là aussi, il faut activer l'envoi des réponses. Il faut désactiver l'affichage des bons points, des bonnes réponses après l'envoi, sinon ils vont tout partager sur WhatsApp. Afficher les points par question, pourquoi pas l'activer. Voilà, donc encore des exemples. Ici, ils doivent chercher dans des documents sources ou dans leur manuel
Donc là, forcément, c'est pratique de le faire en devoir. Comme ça, ils peuvent prendre tout leur temps, répondre aux questions et vous l'envoyer. Ça, c'était un quiz. Puis, il y a la feuille de travail pour en cours de néerlandais. Ils vont pouvoir l'envoyer aussi. La feuille de travail fractionnée avec un document source à gauche. Et puis, des questions à droite. Et là aussi, hein, surtout, je pense, quand vous dites qu'il n'y a pas forcément de limite au niveau du temps et que les élèves peuvent écouter 5 fois s'ils veulent, ben, c'est peut-être une bonne idée de le donner comme devoir. Et puis, là, encore un quiz vidéo. Ah, ici, vous voyez que je ne peux pas sauter des parties de la vidéo ou revenir en arrière. Donc, je veux bien l'essayer, mais non, il me bloque. Je dois vraiment regarder en intégralité. Et, je peux pas non plus revenir en arrière, je pense. Non. Donc, voilà, c'est un paramètre. Je ne vais pas aller jusqu'à la première question. Je vois le timing aussi. Je vais légèrement dépasser l'heure aujourd'hui. Donc, désolé, mais je vais essayer d'être assez efficace pour les 2 dernières parties. Au niveau des options de correction, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est les options de correction? Je vais peut-être vous le montrer parce que j'ai beaucoup parlé des infos sur les slides, mais je vais peut-être quand même vous montrer un peu dans l'interface de beaucoup de Jets, sinon ça reste un peu flou. Je prends par exemple ici un quiz. Et comme vous le savez, hein, dans un quiz, vous travaillez dans le menu à gauche du haut vers le bas. Bon, les questions, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Sachez que pour les QCM, là aussi, vous avez une option de mettre les réponses possibles dans une ordre aléatoire. Ça aussi, c'est une bonne idée pour les évaluations. Et sinon, sous rapport, là, vous avez activé l'envoi des réponses. J'en ai déjà parlé au moins 10 fois aujourd'hui parce que c'est très important. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est activé par défaut. Et puis le mode examen en dessous, ça c'est le minuteur. Donc si je l'active et je mets sur 20 minutes, vous allez voir en haut à droite qu'il y a 20 minutes, hein, le minuteur a commencé son décompte. L'élève, il a 20 minutes pour compléter l'exercice. Voilà. Et sinon, tout le reste, tout ce que je vous ai dit par rapport aux paramètres, vous allez les trouver sous l'onglet Général. Donc il y a la calculatrice, il y a les blocs-notes, il y a le clavier visuel, c'est intéressant pour les cours de langue, hein, avec des accents comme en espagnol par exemple. Le vérificateur d'orthographe, le Safe Exam Browser, il est ici. Il y a le mode de passe de démarrage. Donc tout ça, vous le trouverez ici sous l'onglet général. Ici, le fait d'avoir les questions dans un ordre aléatoire, cette option se trouve ici. Et puis la partie encore plus importante, c'est la toute première partie, option de correction et de notation. Et là, les 2 premières options, là aussi, j'en ai parlé une dizaine de fois aujourd'hui. Ici, vous déterminez ce qui se passe quand l'élève clique sur «Envoyer». Quand il clique sur «Envoyer», dans ce cas-ci, il va voir, imaginons que la question c'était, dans quelle ville ou dans quel pays auront lieu les jeux olympiques, en 2024 et l'élève répond «Allemagne». Là, il va voir que sa réponse était fausse et il va voir aussi, comme le deuxième est activé, que la réponse attendue, c'était, «France». Dans ce cas-ci, il va voir, la réponse était fausse, il va pas voir les réponses attendues et dans ce cas-ci, si c'est pour un devoir, il va rien voir et c'est à vous après de lui envoyer votre, feedback comme je vais vous le montrer après. Ici, vous avez aussi l'option, afficher les points, associés à chaque question. Donc là, l'élève va voir que ici cette question vaut 8 points. Et même, à la fin, est-ce qu'il verra le total ou pas? Bon, si vous avez beaucoup de questions ouvertes,
il faut plutôt le désactiver parce qu'il va avoir peut-être 5 sur 20 parce qu'il y a 10 points encore à attribuer à travers les questions ouvertes. Donc, les élèves vont commencer à se plaindre alors que vous devez encore le corriger. Donc, ça aussi, c'est un peu à vous de voir. Sinon, il y a quoi d'autre? Vous pouvez aussi colorer immédiatement les réponses correctes. Et là, on retourne dans l'évaluation formative. Je vais voir ici si je peux. Ah, j'ai aucune idée, je n'ai pas créé cet exercice. Donc là, forcément, ici, le premier, il est correct. Donc, il va indiquer tout de suite à l'élève. Ça, vous ne le faites pas pour un examen, hein. Ça serait très facile. Ça, c'est vraiment de l'évaluation formative. Et puis, les commentaires, je vais y revenir tout à l'heure. OK. Donc là, j'ai quand même montré un peu dans l'interface. Je vais y revenir peut-être pour une ou deux options, mais je pense que j'ai déjà montré beaucoup de choses. Donc, zoom sur quelques options de correction que vous allez trouver justement à l'endroit que je viens de vous montrer. Et comme je l'ai dit, hein, un même exercice avec les mêmes 5 questions peut être, peut avoir une fonctionnalité ou une utilité totalement différente selon les options, selon les paramètres que vous allez choisir ou pas. Et c'est ce que vous allez voir ici. J'ai 7 fois le même quiz ou la même feuille de travail, je ne sais plus, on va le voir, en ce qui concerne les questions, mais il va être différent à chaque fois. Dans le premier cas, j'ai utilisé les 2 options, les toutes premières en haut, afficher aux élèves si les réponses sont correctes ou fausses après l'envoi des réponses. Donc ici, l'élève va répondre le refuge des animaux soigne les animaux blessés. Et là, je vais écrire un peu, je vais répondre un peu n'importe quoi, hein. Les poissons, voilà. Et puis, je vais écrire, je vais indiquer, voilà, je vais pas tout répondre. Et l'élève va, vous voyez, dans cet exemple, j'ai désactivé l'envoi des réponses, hein. Donc, vous, dans la plupart des cas, vous allez l'activer ou le laisser actif parce qu'il est activé par défaut. Et là, il va voir à la fin, par exemple ici, il va voir que là, c'était faux. Il va voir aussi, logiquement, quand il y a que 2 options, il sait que c'est l'autre. Mais ici, par exemple, j'ai mis poisson. Il va pas me donner en cadeau la bonne réponse. Parce que peut-être l'élève va pouvoir faire une deuxième tentative. C'est pas activé ici, mais ça pourrait. Par contre, même quiz, autre type, autre paramétrage. Vous voyez que les options s'affichent aussi dans un autre ordre, hein. Donc, je vais faire un peu les mêmes, les mêmes erreurs, les mêmes réponses. OK, on va afficher les réponses. Et là, il voit, par exemple ici, il voit qu'il s'est trompé. Il voit en dessous les réponses attendues. Donc, c'était le dos du hérisson qui est couvert de piquants, etc. Pareil ici. Encore une fois, il n'y a pas de différence comme il n'y a que vrai faux, mais peut-être qu'il y avait vrai faux et non dit. Et dans ce cas-là, ça serait utile d'activer ou pas ces pointillés qui indiquent la réponse attendue. Donc parfois, les nouveaux utilisateurs ne comprennent pas trop. Les pointillés indiquent toujours la réponse qu'il était censé donner. Aussi tout à l'heure dans le tableau de correction, Heu, rouge, ça veut dire que la réponse était fausse et les pointillés indiquent, ce qu'il était censé donner comme réponse. Parfois, on est un peu, perturbé parce qu'il y a un vrai ou faux comme type de question donc voilà, les pointillés, c'est toujours les bonnes réponses. On peut paramétrer un mot de passe, pour les réponses parce que, peut-être que, ils vont avoir accès, mais qu'à partir d'un certain moment. Donc, OK, on va indiquer certaines réponses. OK, l'élève clique sur «Envoyer» et il va compléter un mot de passe.
je complète le mot de passe et là, j'ai accès aux réponses comme tout à l'heure. Voilà, même quiz, autre paramètre, ou même feuille de travail, plutôt autre paramètre. Là, l'option que j'avais déjà présentée, hein, donc ici, ils vont tout de suite voir si la réponse est correcte. Là, c'est vraiment pour un exercice formatif. Voilà, là, j'ai la correction ici. Ou même ici. Voilà, il va me l'indiquer pour les questions ouvertes aussi. Afficher le résultat, donc là, on parle des points, si le quiz est terminé. Donc, OK. Voilà, je vais indiquer un peu, je pense que tout est faux. Voilà, mon résultat, c'est 11 sur 17 et je vois ici, par question, le nombre de points obtenus. On peut aussi permettre à l'élève de corriger ou de mettre à jour les réponses. Dans ce cas-là, vous allez aussi afficher les bonnes réponses, ou en tout cas les erreurs, parce que sinon ce serait un peu bizarre de pouvoir, modifier les réponses, mais sans être sûr ce qui est correct ou pas. Sauf si vous dites, OK, vous pouvez, maintenant regarder avec le manuel et refaire l'exercice. Donc là, par exemple, je vais encore, compléter quelques réponses. Je vais envoyer mes réponses. J'ai mon résultat et là, l'élève a le stylo ou le crayon en haut à droite et il peut changer, ici de ça et là, c'est peut-être, il avait oublié, il peut réenvoyer. S'il envoie une deuxième fois, dans votre tableau de bord, vous allez voir les 2 envois. Vous allez avoir, un aperçu avec les différents envois de l'élève. Donc s'il a fait 5 tentatives, vous allez avoir 5 fois une ligne dans l'aperçu et vous allez voir, l'évolution des résultats. Et puis, on peut paramétrer aussi des commentaires automatiques. Voilà, même exercice et je vais écrire encore un peu les quelques bonnes, quelques mauvaises réponses. Voilà et là, il me dit: «Il y a un certain nombre d'erreurs, clique sur le crayon pour recommencer». Ce genre de commentaire automatique, comment est-ce qu'on doit le paramétrer? Je vais vous le montrer. Je vais faire une copie de celui-ci, comme ça vous allez le voir. J'ai 5 questions pour un total de 17 points. Puis je vais sur général, options de correction et de notation et là, je vais sur la partie commentaires et là, en fait, ce que je voulais, c'est que, tout ce qui est en dessous de, 60 et ce commentaire que vous venez de voir et tout ce qui est au-delà ou au moins 60 va avoir ce commentaire-ci. Excellent, tu peux passer à l'exercice suivant. On peut même ajouter un lien vers l'exercice suivant et dans celui-ci, je pourrais ajouter une vidéo, et qui va réexpliquer la matière ou je pourrais avoir un lien vers un exercice de remédiation. Donc là, vous avez, toutes les possibilités. Vous pouvez avoir plus de 2 hein, niveaux de commentaires, hein. Vous pouvez en avoir 5 si vous voulez, mais c'est toujours en pourcentage. Donc mon exercice était sur 17 points et là, ça veut dire s'il a au moins 60 il va avoir le commentaire ici. Si le résultat est inférieur ou égal à 59 il va avoir ce commentaire ici. Voilà pour les options de correction et puis la dernière partie, c'est pour l'envoi de feedback dans la partie noter rapport. Envoi de feedback, mais beaucoup plus, hein, toute la partie, correction. Tout ce que vous voyez ici, je vais vous le montrer dans, l'interface. J'ai ici un exercice qui a été fait par 9 élèves.
Et déjà, je vois dans cet aperçu que la question numéro 4 était plus difficile que les 3 premières parce que là, en moyenne, ils ont que 51. Et puis les questions 5 et 6, je dois les corriger automatiquement. Je peux aller alors corriger élève par élève. Je clique sur le nom d'un élève et là, vous voyez que pour la première question, il s'est trompé, donc il a 0 sur 2 et j'ai déjà écrit un commentaire en dessous. Quand l'élève, fait une erreur, une faute d'orthographe, par exemple, comme ici, là, BookWidget va considérer que c'est une erreur, donc il a 4 sur 5. Mais peut-être c'était juste une petite faute d'orthographe. Donc j'ai déjà ajouté une remarque. On sélectionne tout simplement les parties de la réponse de l'élève où on veut ajouter un commentaire et on a cette petite bulle jaune, un peu comme, une remarque dans un document Word ou Google Doc, où on peut écrire des commentaires et donc j'ai écrit orthographe. Malgré cette petite erreur d'orthographe, je pourrais considérer ça comme une bonne réponse, comme ça l'élève aurait 5 sur 5 ou je peux donner un demi-point, c'est toujours possible de travailler avec, de demi-points et tout simplement de changer la note, qui est, là, de la correction automatique, hein, parce que peut-être ici, il a 3 sur 4, mais j'ai vu qu'il avait, regardé l'écran de son voisin, donc je vais donner un 0. Donc ça va aussi dans l'autre sens. L'enseignant reste maître du jeu, donc peut changer la correction automatique. Hein, donc ici, pareil, je peux ajouter des questions sous les réponses ou dans, les réponses de l'élève. Et pour, la grille d'évaluation, ça se présente comme ceci. Donc ce qui est indiqué en bleu clair avec, le petit chapeau, c'est la réponse de l'élève et le bleu foncé, c'est l'enseignant et l'enseignant peut être d'accord ou pas avec, l'élève et l'élève va voir, ça dans, la version corrigée qu'il va recevoir. Il n'y a pas de note ici pour, cette grille d'évaluation, mais c'est possible d'avoir des notes pour une grille d'évaluation et dans ce cas-là, ce sont les notes de l'enseignant qui comptent. Voilà, j'ai fait, une correction pour un premier élève. Je peux encore ajouter un commentaire en haut et puis je passe à l'élève suivant avec la flèche en haut. Ça, c'est une façon de corriger. Une autre façon de corriger, c'est question par question. Je peux cliquer sur la première question et ce qui est chouette ici, c'est que je vois bien toutes les réponses à la première question. Je peux ensuite, peut-être activer le filtre qui va masquer toutes les bonnes réponses parce qu'en principe, je ne dois plus les regarder et regrouper les réponses identiques. Et là, il y a 2 élèves qui ont fait la même erreur. J'écris un même commentaire qui sera ajouté dans les 2 copies, pour les 2 élèves. Donc il ne faut le faire qu'une seule fois pour les 2 élèves. Voilà, ça c'est vraiment un gain de temps et puis vous passez à la question suivante et vous faites la même chose. Tout ça, c'est bien beau, mais bien sûr, vous voulez aussi renvoyer ce feedback aux élèves dans la plupart des cas. Et ça, on va le faire en sélectionnant tous les élèves et puis on va retourner, ici, c'est l'option retourner une copie PDF du travail. Si vous êtes à l'intérieur d'une plateforme numérique, vous pouvez renvoyer, pour la plupart des plateformes numériques comme Smart School, Teams, Classroom, vous pouvez renvoyer ce feedback à l'intérieur de la plateforme. Mais qu'est-ce que l'élève va recevoir en juste? Ça dépend, parce que, vous pouvez vous-même le paramétrer. Donc je vais un peu revenir en arrière. Ici, vous avez l'option configurer l'affichage des commentaires pour les élèves et par exemple, si c'est une évaluation formative ou vous vous dites: «Les élèves regardent toujours trop les notes, jamais ils regardent toujours trop peu le feedback», on peut désactiver, les points, comme ça ils n'auront pas le point dans leur copie et c'est un peu les mêmes options que tout à l'heure. On peut afficher, là où ils se sont trompés mais on va pas leur donner, en cadeau la bonne réponse ou au contraire, si on va le donner là aussi, c'est avec des pointillés, donc là aussi, des pointillés indiquent la bonne réponse. Voilà. On va, ici l'enregistrer et on va envoyer ça aux élèves et c'est
c'est une nouveauté qui n'est pas disponible pour cette version-ci parce que ça n'a pas été partagé dans une plateforme numérique. Si vous le partagez dans une plateforme numérique, vous pouvez encore réclamer, donc faire un retour en arrière du feedback qui a été envoyé. Peut-être qu'ils doivent avoir accès temporairement, mais pas à l'infini. Il est désormais possible de le faire un retour en arrière du feedback envoyé. Voilà. En principe, j'ai tout dit, tout ce que vous voyez ici sur le slide. On peut corriger élève par élève ou question par question. Et puis les options avec les filtres, on peut aussi trier par ordre alphabétique si jamais. Et ça aussi, je voulais expliquer, ajouter des commentaires, configurer le feedback et renvoyer le travail aux élèves. Voilà. Désolé d'avoir dépassé un peu le timing, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'au bout.